On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonsoir. Au sommaire, elle dénonce un kidnapping par Israël. La militante de l'environnement Greta Thunberg, dont le navire en route vers Gaza était arraisonné alors qu'il se trouvait dans les eaux internationales. Elle a fait escale à Paris en transit vers la Suède ce mardi, mais 8 de ses compagnons ont eu décidé de rester en Israël en refusant d'être expulsés. Parmi eux figure l'eurodéputée La France Insoumise, Rima Hassan. Emmanuel Macron lui prépare un déplacement au Groenland. Ce sera samedi, juste après la conférence des océans à Nice. Une nouvelle occasion de prendre le contre-pied de Donald Trump sur l'environnement. C'est tout de suite, on va plus loin. Elle a fait escale à Paris. La militante environnementale Greta Thunberg en transit vers la Suède après son expulsion d'Israël avec 2 autres passagers français de la flottille pour Gaza, arraisonnés hier matin par la marine israélienne. Ceux-là ont donc accepté de rentrer chez eux, contrairement aux 8 autres, dont 4 Français, parmi lesquels l'eurodéputé de la France Insoumise, Rima Hassan, parti pour rallier Gaza et briser ainsi le blocus de l'enclave palestinienne. Leur aventure a tourné court. David Gilbert. En transit à l'aéroport parisien de Roissy, avant de repartir dans son pays d'origine en Suède. Greta Thunberg a été expulsée ce matin par les autorités israéliennes. À peine débarquée, elle contre-attaque face aux caméras du monde entier. Ils ont procédé à un acte illégal en nous kidnappant dans les eaux internationales et en nous emmenant en Israël, en nous gardant dans les cales du bateau, sans nous laisser sortir sur le pont. Mais ça, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'il y a un génocide en cours à Gaza, une famine provoquée. La célèbre activiste n'accorde donc aucune valeur au document qu'elle a accepté de signer, dans lequel elle reconnaissait être entrée illégalement sur le territoire israélien. 3 autres membres de l'équipage du Medlin, arraisonnés lundi matin par les militaires israéliens, ont également signé, dont 2 des 6 Français présents à bord, qui doivent être rapatriés dans la journée. Les 8 autres personnes sur le voilier ont, elles, refusé avant d'être transférées dans ce centre de détention au sud de Tel Aviv, où elles attendent d'être déférées devant la justice et une probable expulsion. Parmi elles, la franco-palestinienne Rima Hassan, députée européenne de la France Insoumise. Lors d'une conférence de presse, le ministre israélien des Affaires étrangères assure que son pays agit en toute légalité et préfère ironiser sur cette tentative très médiatisée de briser le blocus sur Gaza. Greta, persona non grata, a reçu de la nourriture et a été bien traitée. Greta et ses amis ont amené une quantité minuscule d'aide sur leur yacht de célébrité. Cela n'aide pas les Gazaouis. Parti le 1er juin de Sicile, le Madlin est désormais ancré dans le port d'Ashdod et l'initiative de la coalition de la Flottille de la Liberté fait des émules. Une caravane d'autocars et de voitures transportant des centaines de personnes partie de Tunisie est désormais sur le territoire libyen et poursuit sa route vers Gaza. Et à Jérusalem, pour France 24, on retrouve Stéphane Amar. On appréhende en Israël d'autres initiatives de ce genre, comme on vient de le voir à la fin de ce reportage, Stéphane? Alors pas vraiment, parce que cette opération est considérée comme un succès médiatique pour Israël. On l'a appréhendé beaucoup, cette flottille, notamment en souvenir du navire Marmara, ce bateau venu de Turquie en 2010, également vers les côtes de Gaza, qui avait été pris d'assaut par les forces spéciales israéliennes, mais cela s'est soldé par un bain de sang, 9 morts et un scandale international. Donc cette fois-ci, cette expédition à laquelle participaient Rima Hassan et Greta Thunberg a été très bien appréhendée par les autorités israélienne, et il se trouve que cette fameuse photo où on le voit Greta Thunberg souriante face à un soldat israélien a retourné d'une certaine manière l'opération de communication, et donc eh bien, les Israéliens se disent que si cela devrait se reproduire, ils essaieraient à nouveau de tirer avantage de la situation et d'en profiter pour à leur tour mener une opération de communication en tout état de cause en ce qui concerne cette expédition à la frontière égyptienne entre Gaza et l'Égypte. Elle concerne davantage désormais les autorités égyptiennes qu'israéliennes. Je vous redonne la parole dans un instant, Stéphane, mais Patricia Lémonière, vous voulez réagir? Vous n'êtes pas tellement d'accord finalement sur le fait que cette opération médiatique tourne à l'avantage d'Israël? Peut-être vu en Israël, vu les propos très, j'ai envie de dire, médiatiques, en quelque sorte, prononcés par les différents ministres et porte-parole, peut-être que c'est
ça tourne à l'avantage d'Israël, mais vu d'ici, ça ne tourne pas à l'avantage d'Israël. L'objectif, quel était l'objectif? Il savait très bien qu'il serait arraisonné en mer et que donc il n'y arriverait pas. Leur objectif, c'est qu'on parle de Gaza, qu'on parle de la situation alimentaire, que l'on parle de ce qui se passe et de la politique israélienne. Voilà. Et donc, eh bien, on en parle, du coup. Il y a des manifestations en France. Donc, j'ai envie de dire, en Israël, peut-être, oui, c'est réussi, mais en tout cas, sur le plan international, pour cette ONG et ses militants, c'est aussi réussi. On parle de Gaza, Gauthier, ou au contraire, on a dilué la polémique qui était bien réelle la semaine dernière encore sur le monopole de cette fondation humanitaire de Gaza aux mains des Américains et des Israéliens, dont on ne parle plus depuis 2 jours. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de détournement de l'attention. Je suis pas d'accord du tout avec Patricia sur la publicité qui est faite. Très franchement, je ne vois pas en quoi l'intervention de cette flottille et finalement de ceux qui sont à bord en quoi que ce soit favorise Gaza. Mais je n'ai pas dit que ça favorisait Gaza, j'ai dit on parle de la situation alimentaire du coup à Gaza. On en parle surtout quand on voit les images de gens qui sont affamés. Là, sincèrement, il y a quelque chose avec le peu de vivres qu'il y avait. Je sais bien qu'ils ne pouvaient pas apporter le... Mais enfin, ça sent beaucoup l'opération... médiatique. Non, mais narcissique. Vous avez affaire à des gens profondément narcissiques, que ce soit Rima Hassan, que ce soit Greta Thunberg, etc. Ce sont des gens qui sont dans leur ego. Alors, si leur ego pouvait faire passer quelque chose, oui. Mais enfin... Je trouve que c'est une préoccupation palestinienne pour les Palestiniens qui est à géométrie variable et à époque variable. Moi, encore une fois, on en parle souvent ici, moi j'aurais bien aimé voir une sorte d'armada, s'il avait pu être possible, au moment, vous savez, où Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, dans le premier mandat de Donald Trump, avait voulu faire de la Cisjordanie une zone commerciale. Là, on n'a pas entendu beaucoup de gens, on n'a pas vu beaucoup de bateaux. C'est pas la même situation. Oui, mais enfin quand même, si on dit qu'on est là pour défendre la cause palestinienne, c'est-à-dire dans son aspiration politique à une paix durable et à une existence pérenne, là, je trouve qu'ils sont en dessous de cette revendication-là. Évidemment. Et encore une fois, parler de Gaza, on en parle plus quand on montre justement les images qui parlent du chaos et qui montrent le chaos. Désaccord de Patricia. Oui, parce que, je veux dire, nous, on en parle, effectivement, on en parle autour de ce plateau, entre gens informés, on essaye d'en parler d'une façon raisonnable, entre gens informés. Mais le grand public, les grands médias, ils en parlent pratiquement pas ou peu. Et donc, finalement, dans notre monde qui est ultra médiatisé, qui adore les selfies, qui adore... Les tweets, toutes ces choses un peu que vous dénoncez très justement, Gauthier, qui sont ridicules et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Malheureusement, c'est ces tweets et ces espèces de selfies qui peuvent nous révolter, qui fait que l'on parle aujourd'hui de Gaza, parce qu'on est dans ce monde-là, malheureusement. Autour de ce plateau, évidemment, ça nous semble totalement ridicule et dérisoire par rapport à la réalité. Et elle aura abondamment exploité le filon Twitter ces derniers jours, Rima Hassan, depuis ce navire. Elle n'a cessé de tweeter et d'appeler à l'insurrection même ici en France. C'est pour ça que je trouve qu'il y a... Oui, mais attendez, il y a une différence entre ce qui est l'ordre du réel et ce qui est de l'ordre du conformisme. Que Rima Hassan se montre dans ce miroir et dise, en gros, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, parce que c'est un peu ça. Ben oui, ça c'est pour elle. Mais enfin, devons-nous être dupes que l'on soit informé ou pas? Moi, je ne suis pas certain que toutes les personnes, même quand on n'est pas informé et qu'on n'est pas féru de la question, ne se disent pas qu'est-ce que c'est que cette embrouille avec ce bateau, avec des gens qui veulent rester en plus détenus. Puis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et une personne qui prétend ne pas vouloir prendre l'avion et qui le prend dardard pour passer par Paris. Il y a là quelque chose d'indécent. Stéphane Amar, quel traitement va maintenant être réservé aux 8 militants de la flottille qui refusent de quitter Israël ? Alors, ils vont passer devant un tribunal administratif spécialisé dans les questions d'immigration. Leur opposition à leur expulsion va être examinée. Normalement, cela peut se faire extrêmement rapidement. Et si l'ordre d'expulsion est confirmé, c'est-à-dire que si la justice israélienne va dans le sens des autorités, ce qui est très probable, eh bien, ces militants seront expulsés comme Greta Thunberg dans un avion commercial, sans doute d'ailleurs
travailleurs de la compagnie nationale El Al vers leur pays d'origine, le pays dont ils sont citoyens, en l'occurrence la France. Ont-ils une quelconque chance, Stéphane, de faire valoir devant une autorité judiciaire israélienne ce qu'ils décrivent comme un rapt, l'arraisonnement illégal de leurs navires dans les eaux internationales ? Alors non, il y a assez peu de chance. D'abord, il faut savoir qu'Israël est un pays extrêmement restrictif en matière d'immigration, sans doute le plus restrictif des pays industrialisés. On ne rentre pas quasiment illégalement en Israël pour la bonne raison qu'il y a très peu de portes d'entrée. Alors les frontières terrestres sont extrêmement bien gardées. Il y a eu un moment une immigration en provenance du Soudan et d'Érythrée, mais la frontière entre l'Égypte et Israël a été considérablement renforcée. C'était au début des années 2010. La principale porte d'entrée, c'est l'aéroport Ben Gurion. Et en général, les autorités sont extrêmement sévères. Par exemple, les travailleurs étrangers, philippins, népalais, thaïlandais qui viennent ici doivent retourner dès l'expiration de leur visa, qui est assez court d'ailleurs, de 2 ou 4 ans, doivent retourner dans leur pays d'origine et c'est extrêmement contrôlé. Donc il y a fort à parier que la même rigueur s'applique à ces militants. Cela dit, il faut savoir qu'il y a en Israël une certaine sympathie, très marginale, mais qui existe tout de même pour ce mouvement. Il y a eu une petite manifestation de soutien à l'équipée de Rima Hassan et de Greta Thunberg, mais cela reste tout de même très marginal. Il y a fort à parier que la justice israélienne, eh bien, même si la Cour suprême souvent contredit le gouvernement israélien, il y a fort à parier que la justice israélienne confirme les décisions de l'administration d'expulsion. Merci Stéphane Amar, en direct de Jérusalem pour France 24. Patricia Lémonière, hier, Jean-Luc Mélenchon qualifiait les membres de la flottille d'otages du gouvernement israélien, des otages qui veulent rester donc. Oui, mais alors là, si vous voulez, là, on est sur deux types de discours. On est avec Jean-Luc Mélenchon sur un discours que j'ai envie de dire de complètement politique. La réalité, c'est Gaza. C'est la situation humanitaire à Gaza. Le président français, l'ONU, enfin les ONG, les pays occidentaux, les Anglais, les Britanniques, tout le monde s'émeut de la situation humanitaire à Gaza. À l'origine, ce bateau est pour venir en aide sur un plan humanitaire. Et ne voilà pas qu'on se déporte sur un plan politique avec la volonté d'accuser le gouvernement israélien, parce que là, c'est que par rapport au gouvernement israélien, mais par rapport à des questions juridiques. N'était-ce pas les faire chercher ? Eh bien, alors, je pense que à l'origine, c'est quand même... J'ose espérer qu'ils essayaient de défendre le droit humanitaire sur Gaza, mais si c'est effectivement faire parler d'eux et mettre en difficulté les autorités israéliennes, qui ne seront pas en difficulté très longtemps, parce que la justice va s'appliquer, l'expulsion va s'appliquer, mais là, on voit bien qu'il y a deux choses qui sont en cours, et cette position par rapport au gouvernement israélien, effectivement, est chez nous dangereuse sur un plan intérieur parce qu'on mélange plutôt deux choses. On a tendance à mélanger effectivement les Juifs et Israël et donc de participer à toute cette polarisation qu'il y a aujourd'hui dans la société française et cette polarisation qui est loin d'être saine et nécessaire. En revanche... Cette accusation en gros de double allégeance, les Juifs français seraient solidaires d'Israël ou de la politique du gouvernement d'Israël. Voilà. Et là, c'est quand même... là, il faut faire attention quand on passe sur ce volet-là. Il y a la situation à Gaza et il faut se battre effectivement, s'il le souhaite, sur cette question-là. Et puis, il y a effectivement le peuple israélien et qui n'est pas entièrement d'accord avec son gouvernement. L'affaire prend un tour polémique ici même en France, Gauthier, puisqu'LFI accuse le gouvernement français de ne pas en faire assez pour défendre ses ressortissants. Qu'aurait dû faire le Quai d'Orsay, puisque ces militants ne veulent pas revenir en France? On le voit, sur 6-4 d'entre eux restent sur place, dont Rima Hassan. Aurait-il fallu que l'armée française les escorte jusqu'à Gaza? Là encore, il y a une contradiction majeure. C'est que ces militants qui dénoncent ce qu'ils appellent, au fond, le manège de Macron, le fait qu'il y ait une duplicité. Et au fond, ce qu'ils dénoncent aussi, c'est l'inhumanité de Macron. Sauf que là, ils en appellent à l'humanité de Macron, en disant venez nous chercher, ou au contraire, venez nous chercher, mais nous, on ne bougera pas. Donc le théâtre continue. Et Patricia avait raison de dire qu'on s'est déporté, qu'on a déporté la question, parce qu'effectivement, au départ, c'est Gaza humanitaire. Mais même, c'est pas que ça. C'est Gaza
les Palestiniens et le sort de l'État palestinien et le sort d'Israël qui sont en jeu. Et vous voyez que toutes ces opérations, finalement, ont pour but de détourner des vraies questions, surtout que on voit bien à l'échelle de la France comment Jean-Luc Mélenchon, par exemple, agit. C'est dans le sens d'une mobilisation de ceux qu'il considère comme étant les damnés de la terre, les nouveaux. Et les nouveaux damnés de la terre, ce sont les Palestiniens. Et ce sont les Arabes. Et donc, de ce fait-là, c'est un peu comme s'il leur disait « Restez malheureux, s'il vous plaît ». Parce que si vous étiez par hasard heureux, ou si vous attendiez, ou si vous obteniez une solution, nous, on n'aurait plus de piétaille. On en est là dans un discours qui, au fond, ne tient pas compte des réalités que vivent les Palestiniens. Parce que, là encore, on aurait pu dire, qu'est-ce que fait une flottille pareille ? Elle pourrait essayer, par exemple, d'accoster pour aller filmer, pour aller photographier des choses qu'on n'a pas vues du tout. Là, il y avait un esprit de résistance et aussi d'information. Donc, encore une fois, c'est le miroir de l'ego qui est favorisé et c'est aussi une torsion politique, mais je ne le dirai pas dans le même sens que vous, Patricia. C'est une torsion politique en ce sens que on oblitère, on retire le politique dans ce qu'il a de fondamental dans cette affaire au prix de choses accessoires. Évidemment, on va se dire, est-ce qu'il y avait... Bien sûr que c'est important, mais est-ce que c'était les eaux internationales ou pas ? Le débat va passer là-dessus et... le reste est occulté. Ce débat, justement, la question de l'illégalité de leur interception, Patricia, ça va donner lieu à des contestations, autre manque de pure forme. Écoutez, il y a eu plusieurs tentatives de bateaux, dont un fait d'État, d'ailleurs votre correspondant, celui de 2010, où il y avait eu des morts lors de l'arraisonnage, qui avait été affrété par une ONG turque, pour le coup, qui avait créé... des très grands problèmes entre la Turquie et Israël. Il y avait 700 passagers à l'époque. Oui, 700 passagers, et c'était une flottille. Oui. Il y avait, je crois, 8 navires ou même plus, et avec énormément de vivres à bord. Effectivement, là, c'était une réelle démarche pour briser un blocus. Mais chaque fois, il y a eu d'autres tentatives. Et chaque fois, les navires sont arraisonnés dans les eaux internationales. Et je ne pense pas... Alors, l'ONU dit qu'il y a qu'en droit international, on n'arraisonne pas un bateau dans les eaux internationales. Bon, Israël a toujours arraisonné. Et jusqu'à présent, sur le plan international, Israël n'a jamais été sanctionné. Ça aurait dû voilà. Donc l'affaire est réglée. Ça sera malheureusement comme les autres fois. Israël fait, en ce qui concerne sa sécurité, globalement, ce qu'elle veut. Et sur un plan international, on ne dit pas grand-chose. C'est ce qui se passe. Dès qu'on touche à la sécurité de l'État d'Israël, il y a une prudence extrême dans le monde parce que c'est quelque chose sur lequel il y a un accord, en tout cas dans la partie occidentale du monde. Accessoirement, oui, ça montre aussi qu'il y a une forme quand même de faiblesse ou de fébrilité de la part d'Israël. Parce que là, arrêter dans les eaux internationales un bateau de ce type-là, c'est un peu prendre un marteau pour écraser une mouche. Oui. Il y a quelque chose d'un peu... qui tient à la fébrilité, à une forme d'insécurité ou d'incertitude. Reste en tout cas cette situation aujourd'hui. Et la question qui reste, est-ce que ça va dissuader, d'après vous, d'autres expéditions de ce type ? Non, vous voyez, votre correspondant faisait partie de l'expédition par la route. Tout finira par s'arrêter. Je veux dire, ces expéditions ont simplement pour objet pas d'apporter des vivres. Elles ont pour objet... de braquer les projecteurs. De braquer les projecteurs. Alors Gauthier dit c'est sur les occupants du bateau. Moi, je leur donne quand même Titus en disant que, ma foi, ils ont aussi une vraie volonté de dénoncer ce qui se passe sur un plan humanitaire à Gaza. Voilà, et vous ne resterez pas d'accord, mais c'est aussi la richesse justement de ce face-à-face. On reste sur l'eau, puisque la France accueille en ce moment la conférence des Nations Unies sur les océans. Après s'être attaquée hier à la surpêche et à la préservation des fonds marins, notamment les forages en haute mer, la centaine de pays représentés se penchait ce mardi sur la lutte contre le bruit ou encore la pollution plastique. À l'issue de ce sommet, Emmanuel Macron se rendra, lui, au Groenland, visite officielle afin de renforcer la coopération avec ce territoire autonome du Danemark. Et une visite qui ne doit rien au hasard, puisqu'il s'agit évidemment d'adresser un message à Donald Trump qui a fait du Groenland un objet de convoitise pour des raisons économiques et militaires. Écoutez d'ailleurs ce que disait hier Emmanuel Macron devant les délégations présentes à Nice. Et je le dis ici avec force, les abysses ne sont pas à vendre. Et
Pas plus que le Groenland n'est à prendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre. Pas plus que les licences de pêche des pays en développement ne sont à donner. Pas plus que les données scientifiques ou la sécurité des populations littorales ne sont à sacrifier. Nous parlons d'un bien commun. Nous parlons d'une œuvre qui nous engage tous. Alors allons-y. Voilà, Emmanuel Macron se veut le champion de l'anti-Trump en matière de climat. Lui qui avait dit, souvenez-vous, « Make the planet great again » lorsque Washington, sous l'impulsion de Donald Trump, avait quitté l'accord de Paris né de la COP 21. Est-il en position de le faire, Patricia, pour autant ? Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce que je trouve, c'est chez le président Macron, à l'international, il dit souvent des choses justes. Le seul problème, c'est qu'après, il faut qu'il soit écouté, il faut que ça soit suivi des faits et il faut qu'on mette les démarches en place. Alors, en ce qui concerne le Groenland, je pense que c'est bien qu'il y aille. C'est le premier dirigeant européen depuis les sorties trumpistes, on va dire, qui se déplace au Groenland. Moi, je le regrette. Pourquoi aucun autre dirigeant européen? Alors, effectivement, il était invité lui-même par les Groenlandais. Le ministre des Affaires étrangères est venu au printemps apporter ça. Enfin, vous savez, on dit, vous ne pourriez pas m'inviter pour que je puisse venir. Ça se passe un peu comme ça. Une invitation téléphonée, on va dire. Voilà. Donc, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres et qu'il n'y ait même pas un voyage commun. Parce qu'ils vont tous aller au G7. Pourquoi ils n'y vont pas ensemble? L'Allemagne, la France, etc. Aller ensemble, finalement, au Groenland, apporter un soutien européen. Parce que quand même, l'Europe s'est montrée très prudente par rapport aux propos de Donald Trump. Or, cette région, qui est une région stratégique, peut totalement nous intéresser, nous, Européens, dans le style de notre défense par rapport à la Russie, par rapport à notre autonomie dite stratégique. Et alors là, l'Europe, il n'y a personne. Vaguement, la ministre a dit, effectivement, la Première ministre a dit, oui, c'est pas bien ce qu'il a dit, grosso modo, Trump, il aurait dû parler d'une façon plus élégante, a-t-elle dit, en ce qui concerne le rattachement du Groenland. Donc, moi, je trouve que l'Europe a été très timide là-dessus. Le Groenland a des avantages stratégiques en termes de métaux rares, a des tas de choses qui peuvent totalement être dans l'intérêt européen. Et une nouvelle fois, on démontre par cette visite isolée, qui n'aboutira à rien, à mon avis, en ce qui concerne des accords, etc. Enfin, je m'avance, mais malheureusement, je crains que ça soit ça. Alors que le Groenland, pour nous, même indépendants, on pourrait penser, qu'est-ce qu'il va faire quand il va devenir indépendant? Parce que la majorité des gens veulent devenir indépendants. Va-t-on en faire un État indépendant dans le cadre de l'Europe ou pas? Est-ce qu'on pense à tout ça par rapport à la double menace russo-américaine et, j'ai envie de dire, chinoise? Gauthier Rybinski, vous trouvez, vous aussi, que ce déplacement d'Emmanuel Macron, qui visait justement à affirmer la solidarité de la France, souligne en réalité en creux la solitude française peut-être sur ce dossier et donc l'isolement du Groenland, la pusillanimité de l'Europe face à Donald Trump, tant il y a à négocier sur d'autres dossiers? Oui. On pense à l'OTAN, on pense à l'Ukraine. Bien sûr, à moins qu'il y ait la possibilité pour Emmanuel Macron de parodie, ou plutôt d'imiter le général de Gaulle, et qui disent « Vive le Groenland libre », ce qui serait une façon de jeter un pavé dans le jardin anglophone et américain. Oui, les Danois aussi, par la même occasion. Pardon? Les Danois aussi, oui, par la même alors, occasion. C'est ça, oui, je voulais en venir à ça, parce que mais ça, vous allez voir, ça répond à votre question. Ce qui a été quand même d'un scandaleux absolu, c'est J.D. Vance, le vice-président américain, qui est allé dire sur place et au Danemark, vous n'êtes pas bien conduit, c'est une attitude colonialiste, vous avez traité les Groenlandais comme des moins que rien. Alors, il y a eu des choses comme ça. Et c'est vrai que depuis, si vous voulez, le caractère raisonnable des choses conduit le Danemark à être un peu à distance du Groenland, avec de gros problèmes, parce qu'il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'alcoolisme, etc. Et de ce fait-là, le fait même que Vance ait pu jouer sur ce velours-là est quelque chose de scandaleux, d'autant qu'au niveau de l'Europe, au sein de l'Europe, le fait de ne pas défendre, ou alors il faut dire le Danemark se conduit d'une manière immonde avec le Groenland. Mais enfin, le fait de ne pas défendre un pays avec lequel on est dans l'Union a quelque chose d'inédit, ou du moins de pas très, très cohérent, justement. Et c'est là qu'intervient la visite d'Emmanuel Macron, qui fait un peu cavalier seul. C'est sa marque.
Mais au fond, oui, comme disait Patricia, les questions de défense, les questions de représentation et de statut du Groenland s'il devenait indépendant, si je ne m'abuse, l'Écosse, si elle devenait indépendante, aurait tout à recommencer en termes d'adhésion, si elle le souhaitait, d'adhésion à l'Europe. Donc, le plus énorme, le plus sidérant, c'est que le président des États-Unis dise « je veux ça, il me le faut et je le prendrai », y compris par le coup de feu. Et d'un autre côté, on dit, vous voyez, certains disent, c'est quelqu'un qui veut la paix, Trump, il essaye. Non, Trump, si ça lui plaît, s'il en a besoin dans tel et tel cas de figure, il fera livrer la mitraille à nuque. Inéluctable, le détachement du Groenland, si Donald Trump le veut réellement, vous pensez ? Alors d'abord, les Groenlandais se sont prononcés. Vous savez, ils ont un statut quasi indépendant, sauf sur les questions de défense et les questions de politique étrangère. Tout ça est géré par le Danemark encore. Bon, ils vont... Le nouveau Premier ministre du Groenland représente le centre droit, mais un droit qui réclame l'indépendance quand même. Donc ils vont à terme définitivement être indépendants. Au lieu que l'Europe s'intéresse à cette question-là, comme le fait remarquer Gauthier, on ne s'y intéresse pas. Donc c'est la porte ouverte à Donald Trump. Parce que qu'est-ce que pourra... D'ailleurs... Les indépendantistes disent oui, non, on va négocier, on est le nouveau Premier ministre, on va négocier avec Trump, on va bien s'entendre. C'est parce qu'ils voient bien que cette grosse machine américaine, avec son argent, avec les investissements promis, avec les bases militaires qui vont donner des emplois, a des tas de choses à leur proposer. Donc ils ne veulent pas se mettre à l'opposé de Donald Trump. Et donc je pense que Donald Trump n'a qu'à attendre leur indépendance, qui devrait pas tarder, et après laisser tomber le fruit mûr dans sa main. Pas mieux ? Oui, pas de remarque, votre honneur. Non, simplement, on n'a jamais vu depuis fort longtemps les États-Unis aussi impérialistes, dans les faits, et on n'entend quasiment personne pour les contrer. C'est vrai. Merci beaucoup, Patricia Lémonière, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel est de retour dans 3 minutes. Restez avec nous. Ce qui se passe.